une première conférence par le professeur Jaboyadov sur les aspects de risque, les aléas gravitaires dans les préalpes, sciences et responsabilité. Bonjour. Voilà, alors c'est un petit peu, cet exposé va être consacré au risque et un titre un petit peu bizarre. Quand on m'a demandé de faire ça, je me suis dit qu'il fallait un peu changer de sujet. Bon, je vais vous montrer ce qu'on a fait, surtout dans les Préalpes, mais qu'on a surtout fait ces dernières années, et en particulier avec Marc-Henri Deyron, alors ça marche, oui, et puis Pierre Nicolet, qui a été un doctorat financé par le canton et qui a notamment soutenu la démarche des cartes de danger au niveau cantonal. Ah, c'est là, alors tac, comment ça marche? C'est pas là, ça marche pas. Voilà. Bon, je vais aller comme ça. C'est là? Ça devrait être celui-là? Oui. Ah oui. Fait bip bip. C'est bon, t'as une petite idée? C'est bloqué. C'est bloqué. Bon, alors, pendant que ça se règle, par essence, l'étude des risques, comme vous pouvez le constater, est multidisciplinaire, interdisciplinaire et transdisciplinaire. Voilà, ça marche. Bon, magnifique. Mais il manque une ligne. C'est magnifique. Extraordinaire, ça. Bon, ben, c'est ce que je viens de dire, de toute façon. Et donc, parce que justement, les risques utilisent de différentes techniques et font appel à différentes disciplines. Et puis ça, c'est quelque chose qui est important. Mais l'autre chose sur laquelle je veux un petit peu insister sur la fin de l'exposé, c'est le problème du risque. Quand on travaille dans les risques, on se pose un certain nombre de problèmes. Et si on essaye de passer à l'application, ou en tout cas on est concerné par l'application, on a un problème de responsabilité. Alors je vais d'abord commencer par vous montrer les phénomènes que nous avons étudiés et que nous étudions en général. Donc il s'agit des glissements de terrain, des chutes de blocs, des éboulements, des laves torrentielles, crues torrentielles, avalanches. Mais les crues torrentielles et avalanches relativement peu, ça arrive parfois. Et puis toutes ces études, bien sûr que ça revêt un aspect particulier, notamment pour la gestion de l'aménagement du territoire et la gestion de crise, quand il y a des catastrophes, comme ça a été le cas par exemple en 2005 au Diableret, où il y a eu plusieurs millions de dégâts, dizaines de millions de dégâts, par des inondations, avec un orage relativement peu exceptionnel. Et vous voyez qu'il y a eu de nombreuses inondations. Et depuis, notamment, il y a plusieurs digues qui ont été construites, un certain nombre de choses ont été faites, mais ça n'empêche que les constructions, visiblement, se poursuivent à des endroits relativement peu sûrs. Alors, il y a aussi d'autres choses, ça, on n'a pas été impliqué là-dedans, mais juste pour vous dire les problèmes qu'il y a dans les Alpes vaudoises, le plus connu étant le glissement de la Frasse, qui se trouve sur la route, ancien chemin par ailleurs, la route qui va d'Aigle au Sépet, et vous savez que quand vous passez le glissement de la Frasse, eh bien vous avez c'est les montagnes russes, et ce glissement a été stabilisé récemment, en partie, il bouge moins vite, on a réduit l'aléa si vous voulez, en creusant une galerie ici, vous voyez cette ligne, qui permet de faire des drainages verticaux. Et par percolation gravitaire, l'eau s'écoule. Et comme l'eau est par effet non, pas lubrification. Comment il s'appelle le grec? Bref, ça soulage les efforts, ce qui fait que ça glisse. Et donc, de ce fait-là, eh bien, on a fait des forages et l'eau s'écoule et ça bouge moins vite. Mais on n'a que réduit l'aléa. Donc ça, c'est la galerie qui a été faite, qui est finie il y a déjà plusieurs années. Donc voilà un exemple. Ensuite,
il y a des choses aussi qu'il faut étudier, qui sont par exemple les événements de petite ampleur. Alors j'en parle juste là, parce que si vous regardez bien les deux événements que je vous montre, il y en a eu un qui s'est passé ce week-end sur la route Aigle-Le Cépet. Et ici, vous avez un exemple de ce qu'on essaye aussi de faire, c'est de faire une base de données, pas seulement sur le canton, mais au niveau suisse, de tous les petits accidents. Parce que c'est vrai qu'on aime bien faire des grandes statistiques de grosses catastrophes, mais peu des petites. Puis, qui finalement, par exemple, ici, dans le cas de... ici, vous avez par exemple un glissement de terrain qui s'est passé ce printemps, et vous avez une niche d'arrachement sur un téléski au Rachis, au Diableret. Ici, vous avez cet éboulement qui a bloqué la route pendant une journée. Donc des petits événements, mais qui finalement peuvent avoir un impact relativement important. Alors ça, c'est une des... Il y a 3000 ou 6000 voitures par jour. Alors voilà, je vais vous montrer un peu les recherches que nous avons menées ces dernières années. Alors, et puis quelles étaient les motivations. Tout d'abord, c'était de former des étudiants, la première chose. Ensuite, d'essayer d'appliquer les résultats de nos recherches. Et puis, surtout que ces recherches étaient plutôt orientées vers la compréhension des phénomènes, et notamment certaines choses comme l'aléa, donc le fait de savoir pourquoi ça se passe plus ou moins vite, et quelle est l'intensité des différents risques, dangers, pardon, leur impact potentiel, leur gestion, et puis aussi réfléchir en termes de solutions. Bien sûr, il y a aussi un autre aspect qui était de répondre à la société. Il est vrai qu'on a passablement, en ce qui concerne le canton de Vaud, répondu à des demandes du canton. Alors, une des choses, par exemple, qui a été faite, était de faire un colloque sur les dangers naturels, la journée des risques naturels en Suisse, et on a édité un volume à la Société vaudoise des sciences naturelles. Alors, une des premières choses qu'on nous avait demandé, c'était de montrer ce qu'on savait faire. Et la première étude qu'on a faite, c'était une étude des potentiels laves torrentielles dans le bassin versant de la Tinière, au-dessus de Villeneuve-Montreux, ici. Et on a évalué, vous voyez, les initiations de laves torrentielles. Et ce qui s'est produit, c'est qu'on a essayé de quantifier le matériel qui pouvait être emmené jusque sur les berges du lac Léman. Alors voilà un exemple. La deuxième chose qui nous a été demandée très rapidement, c'était de faire des cartes indicatives de danger pour tout le canton, pour certains phénomènes. Les inondations et les avalanches de neige étant déjà faites, nous avons fait les laves torrentielles, les chutes de blocs, les glissements superficiels, les glissements de terrain. Ici, vous avez les laves torrentielles. Et vous avez les cartes ici, c'est en Inde. Et vous voyez ici tout ce qui est c'est le site internet du canton, et ici vous avez toutes les zones potentielles. Donc les cartes indicatives, c'est pour faire une grande, si vous voulez, une sorte d'analyse globale des endroits susceptibles, mais pas des endroits où c'est sûr. C'est après qu'on fera des études détaillées qui sont en cours, voire finies actuellement. Alors ça nous a permis par exemple de développer un petit logiciel qui permet de faire justement ces simulations. Alors, vous voyez un exemple ici, et c'est un logiciel qui est disponible d'ailleurs sur un site web particulier, qui permet justement de simuler au niveau régional les laves torrentielles, voire les avalanches de neige. Ici, vous avez un exemple en Inde, où vous avez les zones sources peuvent être détectées, les intensités et puis les probabilités de propagation. Je vous ai parlé de notre doctorant Pierrick Nicolet, qui a, lui, travaillé sur sa thèse sur les risques, mais en même temps, il a passé souvent 1 à 2 journées au canton pour soutenir le bureau d'appui au maître d'ouvrage, donc pour aller visiter des sites particuliers qui concernaient la mise en œuvre des cartes de danger. Et ceci s'est terminé il y a à peu près 1 année. Alors, à cette occasion, on a mené aussi quelques réflexions, notamment les cartes de danger, vous avez des zones rouges, bleues, jaunes, et puis vous connaissez toujours le problème, peut-on habiter le rouge ou le blanc? Non.
Non, j'allais parler vin, mais c'est pour plus tard. Donc le rouge, ici, par exemple, on sait très bien depuis longtemps qu'il y a des habitations dans les zones rouges et qu'il y a beaucoup de gens qui veulent habiter dans les zones rouges. Alors la stratégie habituelle du Valais, par exemple, c'est de dire que la zone rouge devient bleue ou jaune, de façon à ce qu'on oublie complètement. Et nous, ce qu'on s'est dit, non, on peut habiter la zone rouge pour autant qu'on sache qu'est-ce qu'il y a dans le vert. Et si vous voulez, ici, par exemple, on a une zone de chute de blocs, et puis on dit, mais cette zone rouge, elle n'est pas vraiment rouge parce qu'on a équipé la zone supérieure, la zone qui est au-dessus, où il y a les instabilités, avec des ancrages. Ça, c'est le cas, par exemple, surtout le Lavaux. Et on dit, ben voilà, si cet équipement existe, alors c'est jaune. Donc ça, c'est pas encore, c'est des idées qui sont nées de ces discussions. Alors, ce qui a été aussi fait pour le canton, par exemple, qui a été fini très récemment, il y a eu un colloque là-dessus qu'a organisé Pierrick Nicolas. Il a développé un outil pour faire une analyse de risque local, de façon à voir les économies qu'on fait quand on fait des mesures de protection. C'est-à-dire que c'est un outil dans Excel où vous remplissez différentes choses, je ne vais pas entrer dans les détails, avec des fenêtres comme ça, où vous avez toutes vos données ici, mais que vous pouvez entrer avec un masque de saisie, et finalement, vous avez un rapport qui vous dit cette solution est meilleure que l'autre. Alors, c'était basé, bien sûr, sur une philosophie qui est officielle, hein, qui est celle de la Confédération, mais à l'époque, la Confédération n'avait pas de système simple. Et c'est pour ça qu'on a développé cet outil. Une autre chose qui a été une chose assez intéressante, c'est les SCA, donc les assurances incendie, qui nous ont demandé de faire une étude sur les risques dolinaires. Parce qu'il y a un problème dans le canton, c'est que l'assurance SCA assure contre les inondations, assure contre les ouragans, contre la grêle, mais pas pour les effondrements. Et donc, ils voulaient savoir combien ça allait leur coûter s'ils faisaient ces assurances. Donc, du coup, on a dû partir de données. Donc déjà visiter des sites. Vous voyez ici une belle doline. Ça, c'est sur la route du col du Pillon. Il marche encore, ce machin. Ah voilà, ouf, vaguement. Le col du Pillon. Ici, vous avez la carrière du Montet à baie, où on voit une coupe dans une doline. Et puis ça, c'est une des dolines à baie qui est assez réputée, avec un bâtiment qui a les premiers planchers sont à peu près à 5 degrés de pente, et puis il y en a une succession pour être à plat. Et ça, c'est donc ce qu'on a un petit peu regardé où ça se trouvait. Alors du coup, bien sûr, c'est là où il y a du gypse qui a le plus de risques. Donc on a dû faire des croisements entre les zones où il y a du gypse sur la base des cartes géologiques et puis le nombre de bâtiments. Alors, du coup, ça vous donne ici un exemple de croisement. Je ne vais pas entrer dans les détails. Vous avez les bâtiments. Et puis, vous avez les zones plus ou moins exposées, hein, sous couverture et autres, des bâtiments. Et ici, vous avez, par exemple, des problèmes que vous rencontrez. Vous voyez les maisons ici, qui sont fracturées. Ici, des fractures qui s'ouvrent progressivement. Donc, les maisons peuvent être jusqu'à complètement détruites. Alors, ce qu'on a fourni à l'assurance, c'est de dire, voilà, on va vous faire des courbes d'excédence. Ça veut dire quelle est la probabilité qu'on dépasse tant de millions par an de dégâts à financer. Ce qui est une approche assez classique. Et du coup, c'est une courbe ici, c'est un des exemples des scénarios qu'on a obtenus. Et vous voyez que, par exemple, ici, vous avez 17% de chance pour que vous ayez plus de 3 millions de pertes par an. Donc c'est à peu près tous les 6 ans, vous allez dépasser cette perte. Donc ça, c'est un exemple de ce qui a été fait avec des simulations basées sur un certain nombre de choses. Maintenant, je vais entrer dans une des premières choses qui m'a confronté au canton et à une commune, mais surtout à une commune, c'est un municipal des Ormonts-Dessus, qui est devenu le syndic depuis, m'a contacté via un copain qui était au CESA, parce qu'il était inquiet d'un glissement de terrain. Et en 2006, je me suis rendu sur le glissement de terrain du Pont-Bourquin, pour lequel j'ai fait un petit rapport, et pour lequel j'ai eu une fondue à Aigle. Donc,
mon salaire était une fondue, c'était à Aigle. Oui. Et donc ici, vous avez la zone du glissement du pont Bourquin, donc qui est dans le virage qui se trouve entre la seule épingle à cheveux du col du Pillon, entre les Diablerets et le Pillon, et qui est une zone connue pour des glissements de terrain sur la carte de Novera notamment. Cette zone était considérée comme bougeant 200 km par an. Il faut savoir que cette carte exagère toujours les vitesses, mais considérée comme bougeant à 200 km par an. Ça, c'est les photos que j'ai prises en 2006. Et voilà, vous voyez un arbre, un radeau d'arbres qui descendait. Ici, des craques, vous pouvez les voir. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que dans mon rapport, j'ai dit, bon, ben, il peut y avoir 10 000 mètres cubes qui peuvent arriver sur la route. Et j'ai fait une coupe, j'ai fait toutes des petites interprétations rapidement. Et puis, en 2007, il y a effectivement à peu près 10 000 mètres cubes qui sont descendus sur la route et qui ont coupé la route. Donc ça, c'était plutôt... le métier que je fais, c'est être content du malheur des autres. Donc, du coup, voilà, ça, c'est des photos. Moi, je n'ai pas pu me rendre sur place, mais Thierry Opicoffer, de nombreux assistants s'y sont rendus. Et voilà ce qu'ils ont vu. Ils ont fait des échantillons, ils ont été analysés. Ça, c'est ce qui était arrivé sur la route. Il faut voir que l'état dans lequel je l'avais vu, c'est à peu près ici. Pardon, comme ça. J'avais vu ça. Et ce que vous avez après, c'est ça. Vous voyez, là, on ne voit pas très très bien là. Mais en 2007, on voit déjà toute la tranchée, puis là, les forestiers ont coupé tous les arbres. Donc voilà comment ça a évolué. Donc là, vous voyez qu'il y a toute une... c'est-à-dire que là, déjà, on a cette implication avec la société de l'avoir prévu, donc il était relativement content. Mais ceci dit, les choses sont comment dire, c'est difficile dans d'autres cas, j'ai eu d'autres problèmes, je n'en parlerai pas là, où j'ai pu communiquer avec des gens où ça s'est mal passé. Alors, en plus, ce glissement était intéressant du point de vue fondamental, puisque avec l'Université de Grenoble, nous avons fait une étude. En 2010, à partir de 2009, on a installé des capteurs sismiques pour étudier le bruit ambiant. Le bruit sismique ambiant, c'est-à-dire que vous analysez ce que vous entendez, vous en faites la moyenne, et puis vous regardez la vitesse des ondes sismiques de surface. C'est relativement compliqué. Alors, vous voyez l'état en 2010, en mai et en août, entre deux, vous voyez, il y a des points qui sont descendus, puis il y a eu une rupture. Et ce qu'on a découvert, enfin ce que surtout nos collègues de Grenoble ont découvert, c'est que les vitesses des ondes sismiques de surface étaient constantes, et puis 5 à 5 jours avant, elles ont commencé à décroître, et puis elles ont décru assez brusquement, jusqu'à 7% ici, avant la rupture. Donc, on est en train on essaye de voir si c'est un potentiel d'outils de prédiction. Donc, c'est toujours des études qui sont en cours. Et donc, on va essayer de poursuivre ce genre d'études. C'est toujours le cas avec l'Université de Grenoble. Alors, je vais vous montrer encore quelques travaux de master, enfin 2 travaux de master. Un qui est relatif à Pont-Bourquin. Alors, justement, c'est aussi pour vous montrer la philosophie qu'il y a derrière. Ici, c'est l'état, il y a 2 ans, où on a identifié des volumes qui peuvent descendre jusque sur la route. Du coup, un étudiant... alors juste, je vais vous mettre ici, l'étudiant Philippe Timousin est venu à Lausanne, il est de l'école des mines d'Alès, mais il a fait son master chez nous. On fait des échanges comme ça. Et il a fait une étude sur le risque, et il a étudié les matériaux, il a étudié avec un modèle la propagation, et il a fait des scénarios de risque. Vous voyez ici toute une sorte de flowchart des différentes solutions de problèmes que vous pouvez avoir sur la route. Je vous rappelle qu'il y a le glacier de 3000 au-dessus, qui a un certain nombre de choses autour. Et alors il est arrivé à la conclusion qu'il pouvait y avoir un mort tous les 50 ans et 540 000 francs par an en moyenne. Alors, il est clair que c'est beaucoup, il s'agit de vérifier, mais je tiens à insister que c'est un travail de master. Donc ce n'est pas un travail qui va sortir
publiquement, et si le canton nous demande quelque chose, on refera un rapport. Parce que ça, je crois qu'il faut bien différencier, quand il s'agit de risque, que l'étudiant, son travail, c'est d'apprendre, et il est libre. Et ça, c'est quelque chose d'important. Et donc, nous avons toujours, quand c'était des travaux d'étudiants, soit on a réengagé l'étudiant pour finaliser un rapport pour le canton, quand c'était le cas, quand le canton nous le demandait, mais jamais le produit brut. Parce qu'en matière de risque, c'est une chose importante. Alors, d'autres choses, là, juste pour vous montrer les choses prospectives qu'on avait fait à l'époque. Il y a quelques années, il n'y avait pas de cadastre des bâtiments. Il fallait faire de la digitalisation. Alors, un doctorant avait fait, un étudiant en master avait fait ça. Et vous voyez ici, par exemple, c'est la densité de bâtiments par kilomètre carré au Diableret. Et vous pouvez voir, cette densité a aussi quand même été faite, maintenant il y a même les dates de construction, mais là il avait digitalisé plusieurs couches de photos aériennes géoréférencées depuis 1942, je crois, et je reviendrai à celle-là. Et vous voyez ici, la coupe qu'il y a ici, c'est une coupe dans cette densité, et vous pouvez voir que depuis 1942, vous avez la densité de bâtiments par kilomètre carré a doublé au centre du village. Et bien sûr que tout ça est contraint par l'aménagement du territoire. Hein. Il est clair que si on avait fait une coupe dans cette zone-là, ici, ce serait un petit peu différent, puisque là, il y a eu une extension un peu plus importante. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que l'extension du village, il n'y en a pas vraiment eu dans cette direction-là. C'est vraiment une densification, et ça, on le connaît maintenant, c'est au Diableret en particulier, il y a beaucoup de densification, et c'est une volonté qui est affichée en matière d'aménagement du territoire. Alors, pour terminer, je vais parler des problèmes de responsabilité, et je vais vous montrer un cas où on a travaillé avec un bureau, CSD, pour le canton. Donc, on a toujours travaillé, quand on travaille, parfois pour le canton directement, mais si on travaille pour des mandats, c'est toujours associé à un bureau. En l'occurrence, c'est juste une chose qui a été faite avec CSD qui était un peu amusante parce que de toute façon, on ne l'a pas appliqué. C'était de savoir, la carrière d'Avel, il y avait un éboulement potentiel ici, puisqu'il y en a un qui s'est produit il y a quelques années. Et puis, c'était de savoir, est-ce qu'ils peuvent travailler dessous malgré cet éboulement. Puis alors on a dit on va faire des simulations de chute de bloc et puis voir le temps qu'ils auraient pour évacuer. Et on a trouvé que c'était 18 secondes. Donc vous imaginez notre recommandation. Alors, justement dans l'abstract, je vais juste vous introduire à une problématique qui, vous avez tous entendu parler de l'Aquila. Et là, peut-être je ne sortirai peut-être pas vivant d'une salle de scientifiques. Mais peu importe. Les tremblements de terre, il y a eu le tremblement de terre de l'Aquila en 2009, qui a fait 309 morts. Et puis, le 31 mars, juste avant, la commission des grands risques italiens est venue et a eu les deux de ses représentants ont eu un discours rassurant. Et puis, mais en plus, ils se sont déplacés à l'Aquila, ce qui n'est pas habituel, et ça avait terminé. Vous pouvez boire un verre de vin. C'est ce qu'avait dit le directeur de la commission des grands risques. Et du coup, quand c'est arrivé, après, donc il y a des habitants qui ont attaqué les scientifiques. Ça va très bien, merci. Et donc, ces habitants ont attaqué, en particulier un qui a perdu toute sa famille, parce que lui, d'habitude, quand il y avait parce qu'il y avait des petits tremblements de terre avant, qui sont, pour eux, la population là-bas, précurseurs. Pour les scientifiques, pour beaucoup, ça ne veut rien dire, parce qu'il y a des fois où il y en a avant, il y en a après. Ils disaient, c'est tout au plus préoccupant. Donc c'est pour ça qu'ils sont sortis en disant, c'est business as usual. Et donc, ces 6 scientifiques ont été condamnés. Alors aussi, j'ai discuté avec pas mal d'Italiens qui sont dans cette commission. Il se trouve que, à ce moment-là, c'était sous Berlusconi, il y a eu un imbroglio politique et le procès s'est déroulé à l'Aquila.
Donc ce n'était pas en toute tranquillité. Ce qui fait que les 6 scientifiques ont été condamnés à 6 ans ou 7 ans de prison et à 7 millions d'euros d'amende. Et puis après, avec prison ferme. Après, le 10 novembre 2014, ils ont été acquittés, excepté le directeur. Et là, justement, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, en disant vous pouvez aller boire, ce que tous les scientifiques disent, ah oui, mais on sait qu'on ne peut pas prédire. Mais en disant vous pouvez aller boire, ils ont fait une prévision. Ils ont dit il n'y a pas plus que normalement. Au lieu d'avoir dit nous sommes préoccupés. Et si vous voulez, il y a eu aussi une interférence encore autre. Bon, c'est assez long à expliquer l'histoire. Il y avait aussi un technicien qui avait prétendu prédire les tremblements de terre juste avant. Donc en plus, il y avait toute une série de choses qu'il ne faut surtout pas faire en risque, c'est-à-dire avoir une stratégie qui n'est pas dédiée uniquement au risque, mais aussi comme discours. Alors, il y a eu une protestation monstre des scientifiques dans la première phase. Mais ce qu'il faut quand même dire, c'est que beaucoup de scientifiques ont dit oui, mais ce n'est pas nous qui avons dit. Sauf que, quand ils sont sortis, c'est le directeur qui a dit ça. Mais aucun n'a protesté en disant non, 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 c'est préoccupant, faites attention. Et puis il y a eu des attaques aussi virulentes, notamment un article en sciences sociales qui dit que maintenant qu'ils ont été acquittés, enfin, s'ils sont acquittés, c'est un scandale. Mais finalement, la position que j'aurais, ce serait que quelques mois avec sursis aurait été une sanction pour la faute, parce qu'il y a faute. Et puis, il faut se rappeler que André Georges a été condamné en Valais avec le le président de Evolène, et que finalement, tout le monde a gueulé, sauf que si on ne les avait pas condamnés, il n'y aurait pas eu de changement de la structure de la gestion des risques en Valais. Donc, à mon sens, ça fait partie du jeu. Et justement, il y a tout un problème qui est lié aux experts. Nous on est toujours, on peut être, enfin, vous tous, vous pouvez être consultés comme experts. Sauf qu'en général, on connaît les gens qui nous invitent. Et donc, il y a souvent une collusion implicite. Et une des choses qu'il faut garder à l'esprit, c'est qu'on ne doit pas faire plaisir aux mandants. Ce n'est pas le but. Sinon, vous n'êtes pas un expert. Et puis, il faut tenir compte dans ces recommandations, quand on fait des recommandations, qu'on a une responsabilité. Ça, c'est une chose importante. On a une responsabilité partagée, alors entre l'État et soi, c'est-à-dire qu'on doit s'impliquer en tant que scientifique, en particulier dans les risques, on doit s'impliquer parce que inévitablement on arrive aux responsabilités. Et le truc, c'est qu'il faut si possible le faire sans biais. Parce que devant la justice, si vous devez y aller, eh bien, si vous n'avez pas biaisé, vous risquez relativement peu. Mais il faut aussi, d'un autre côté, si on soutient l'État, je pense que l'État doit aussi soutenir une partie de la recherche plus académique. C'est un peu ça doit être un deal. Mais je pense que l'un va pas sans l'autre, et si l'État ne finance que des recherches académiques, en Suisse, ça marche encore, mais si vous allez dans des pays comme le Canada, ça n'existe plus. Et puis, il faut être prêt à répondre devant la justice quand on s'occupe de risques. Alors, pour terminer, nous, on a toujours essayé de répondre. Tout ce que je vous ai montré, c'était toujours des demandes du canton. Donc, on n'a pas été demandé. Maintenant, on est en train de demander quelque chose pour faire quelque chose sur GIS et notamment les applications web de cartographie et de relevé de terrain. Et puis, j'aurais un souhait pour terminer, c'est qu'on ne travaille plus beaucoup dans le canton. C'est aussi peut-être le FNS du côté scientifique qui nous laisse moins de possibilités. Par exemple, sur Pont-Bourquin, ni nous, on a essayé 2 fois au Fonds national, les Français ont essayé 4 fois, on n'a jamais été financé. Donc, on se pose la question si on ne devrait pas avoir des financements locaux pour ce genre de problème. Voilà, j'ai fini mon
mes prières et, mes remarques et mes constats. J'espère que je sortirai vivant. Merci. Voilà, merci. Merci Michel. Vous m'entendez? Non, ça marche? Oui? Plus près? Ouais. Voilà, on a un peu de temps pour les questions. Donc, j'imagine que ça doit susciter quelques réactions. Juste pour prolonger peut-être la conclusion de Michel, c'est vrai que même en écologie, par exemple dans les risques plus écologiques, par exemple les invasions, ce genre de choses, ce genre de confrontation à la justice se passe déjà par exemple aux États-Unis et probablement va arriver ici un jour. Donc je pense que Michel a raison. Les gens qui travaillent dans le risque doivent de plus en plus s'attendre, en tout cas, à être confrontés de temps en temps à la justice et devoir défendre en fait leur position scientifique par rapport à une décision. Donc, question, il y avait une question? Oui, alors j'avais une double question en fait. C'était la première, c'est dans quelle mesure la base de données sur les petits risques que vous êtes en train d'établir ou que vous avez établi dans la région du canton de Vaud, elle concurrence la grande base de données sur les risques du VSL. Dans quelle mesure c'est concurrentiel ou complémentaire? Puis attendez, la suite de la question, c'est vous savez certainement mieux que moi à quel point la gestion des risques s'est réformée en Suisse, gestion des risques préventifs, etc., le fameux cycle. Oui. Comment vous considérez l'application de ce cadre national, cette réforme nationale dans le cas précis du canton de Vaud, enfin de la gestion de la région des Alpes vaudoises, compte tenu de votre expérience? Alors pour la première question, on a reçu, on a la base de données, je ne l'ai pas montré, ils nous l'ont envoyé le VSL et on leur a communiqué ce qu'on avait, parce qu'ils n'avaient pas tout, mais bon, ils ont beaucoup plus, hein, depuis plus longtemps. Donc on a une, de façon un peu inattendue, on a une collaboration, parce qu'en général le VSL est assez protecteur de ces données, mais ils nous les ont fournis. Pour la deuxième question, c'est un petit peu... Moi, je ne connais pas tous les développements à l'heure actuelle de ce qui se fait au niveau du canton par rapport aux risques globaux, hein, puisque tout est la protection de la population intègre beaucoup plus que les risques naturels. Je sais que maintenant, au niveau fédéral, c'est vrai que ce qui est de la gestion du risque commence à être beaucoup plus codifié que précédemment. On commence à faire des études beaucoup plus précises, et aussi de l'outil que je vous ai présenté maintenant, plus ou moins eux, ils ont fait quelque chose sur Internet qui commence à se développer. Donc, ce que je ne sais pas, si vous voulez, je vais vous donner deux exemples. Il y a un problème majeur, à mon sens, dans la gestion des risques en Suisse. Et je peux vous donner le premier exemple qui est je me ferai tuer, mais ça ne fait rien. Mais je vous donnerai deux exemples. Je vais vous donner un exemple qui est celui de la première catastrophe climatique, enfin, pas climatique, mais le premier ouragan ou annonce de pluie qu'il y a eu il y a 2 ans, je pense, quand ils ont mis cette cellule de crise pour les inondations. Il se trouve que il y avait un niveau d'alerte le plus élevé, et puis la météo suisse l'a baissé, mais la Confédération pas. Ce qui fait qu'on a annoncé des choses qui étaient fausses. La première fois qu'ils sont intervenus, c'était faux. C'est-à-dire, alors ça a fait tout de suite un scandale, mais la cause est relativement simple. Je vous donne mon interprétation, comme j'interprète. Le problème, c'est qu'en Suisse, on n'a pas une tradition de service avec des gens opérationnels. On a une tradition de service dans une société qui délègue tout au privé. Ce qui fait que si vous comparez à des choses comme... alors, pas Météo Suisse, parce que Météo Suisse, ils ont des gens qui pratiquent les choses quand même, mais pour les autres services. Et vous n'avez pas des vieux experts, des vieux briscards, des gens qui ont le sens de désastres, de catastrophes. Et ça, vous l'avez par exemple... dans des services en France ou en Italie, ça existe. Alors, je ne dis pas qu'en Suisse, on fait mal, surtout, je vous donnerai un deuxième exemple après. Mais ce qui fait que, finalement, quand vous allez visiter l'OFEG, vous avez un centre de commandement, mais il y a de fortes chances que les gens ils étaient rentrés chez eux quand ça s'est passé. Et si vous voulez, c'est ça le problème, c'est finalement...
que si on a un service où les gens sont opérationnels plus que ça, c'est-à-dire qu'on leur laisse quand même avoir les mains dans le cambouis, je pense que ça changerait. Alors les bureaux privés sont contre. En général, ils disent non, il faut que c'est nous qui devons faire. Sauf que je pense que ça donnerait plus de boulot au privé, d'ailleurs, s'il y avait des gens qui étaient plus impliqués dans les affaires. Et la deuxième chose qui me concerne directement par rapport à une chose que j'avais hésité à mettre dans la présentation, c'est une expérience que j'ai eue. D'ailleurs, depuis cette expérience, ça fait 2 ans. On ne m'a plus jamais demandé de passer à la radio. Alors, je ne sais pas d'où ça vient. Je ne sais pas si c'est à cause de ça. Mais il se trouve qu'il y a eu l'accident à Gürtnellen. Vous vous souvenez des éboulements sur la route. Et puis, oui, je vais y aller vite. Des éboulements sur la route et puis après sur le train. Et puis, ils ont fait des travaux à un moment donné, puis c'est tombé sur les ouvriers. Donc, il y a eu un mort. Et puis, il m'avait demandé de venir en parler. Et puis, j'ai dit les CFF travaillent très bien, ils font des très bonnes choses, ils sont toujours hyper sécuritaires. Mais là, j'ai dit, il y a eu un bug. Je n'ai même pas dit il y a eu faute, il y a eu un bug. Alors, une fois, on a envoyé un email à tous les bureaux pour les inviter à venir faire un cours. Et j'ai reçu un mail incendiaire en copie. Un mail incendiaire qui était en copie au recteur, qui disait que ce que j'avais dit était inacceptable et qu'en tout cas les CFF n'enverraient personne à ce cours. Et donc, voilà. Donc il y a aussi, je pense qu'une des choses fondamentales, je terminerai avec ça dans le risque, c'est que si on n'admet pas l'erreur, si on n'admet pas qu'on s'est trompé, on ne fait pas une bonne gestion. Et l'erreur fait partie de la gestion des risques. Je pense que c'est une bonne fin. Voilà. Merci Michel.